I'm losing my patience. I just came here to dance. Bonjour à tous. On vient vous voir ici dans le but de vous aider sur, on va dire, votre employabilité au sens large. Ça veut dire le CV, la préparation d'un entretien, la façon de se présenter et de se vendre, et la façon de négocier un salaire qui soit intéressant. Voilà. Je vais m'occuper de passer les trucs. Non, il marche pas celui-là. Tiens. Okay. De toute façon, vous nous entendez? Pas besoin de micro? Ah, pour l'enregistrement, c'est mieux. Ok. On va se le passer alors. Donc en fait, moi je m'appelle Janelia et donc voici Raphaël qui ne s'est pas présenté je crois. En fait on travaille chez Mobiskill. Mobiskill c'est un cabinet de recrutement pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, ce que je regretterais fort, qui est spécialisé dans les métiers du web et du mobile. Donc en fait on existe depuis 5 ans aujourd'hui. Notre positionnement il est assez clair, c'est que on travaille pour des startups ou des boîtes dont cœur d'activité est technique, donc des pure players, des éditeurs de soft, des boîtes qui développent des produits mobiles, entre autres, et on les aide à recruter et créer leurs équipes techniques. Aujourd'hui, on couvre la totalité des métiers tech, donc le développement web, le dev mobile, l'infra, la qualité, voilà, on couvre la totalité des métiers. Et donc, on permet aux entreprises qui nous sollicitent de recruter les meilleurs talents et de les convaincre d'aller dans telle ou telle société attractive. Et donc, pour vous, l'intérêt de passer par un cabinet, c'est d'être mis en relation avec, d'avoir une visibilité globale sur ce qui se fait sur le marché du web et du mobile français. Voilà. Ce qui nous intéresserait, c'est de savoir, vous en êtes où aujourd'hui? Vous êtes en début de parcours, en fin de parcours? Il y a mélange, tout. Ok, c'est un mélange, d'accord. Donc, ça va certainement un peu plus intéresser ceux qui vont être rapidement sur le marché du travail. Mais voilà, cette présentation, elle s'adresse finalement à tout le monde parce que vous allez nécessairement tous avoir besoin de trouver des stages, puis des emplois. Et donc l'idée, c'est de vous aider à construire un peu ce parcours du CV en passant par la préparation de l'entretien, la sélection des sociétés, etc. Ouais, c'est bon, en fait, j'ai un deuxième. Du coup, bon, ça c'est un petit exemple des boîtes qu'on a aidé à recruter. On a mis les plus connus, mais ce qu'il faut savoir, et je pense que c'est un des trucs principaux à retenir quand vous êtes approché par un chasseur de tête, c'est que vous aurez probablement accès à des startups dont vous n'avez jamais entendu parler. C'est-à-dire des softs qui font, des boîtes qui font des softs en marque blanche, en B2B, ou qui ont juste pas du tout pour but ou pas le temps de communiquer. Donc typiquement, nous, on aide des startups qui viennent de lever des fonds à recruter un CTO puis une équipe technique, mais c'est des boîtes dont personne n'entendra parler avant 1 ou 2 ans. Voilà. Alors, on va vous parler rapidement du marché, en vous éclairant ou pas, mais en tout cas en vous donnant un spectre sur les différentes boîtes qui recrutent et qui pourraient vous intéresser. On va parler du CV, de l'entretien et de la négo de votre salaire. Ouais, vas-y, j'y vais. Ok. Alors, bon, ça, je pense que vous le savez. Vous avez clairement le pouvoir. Alors, on a mis 10 postes pour un dev. Je pense que c'est encore plus à votre avantage aujourd'hui. Nous, pour vous donner une idée, on est 10 consultants. On travaille chacun sur 10 jobs en même temps, uniquement pour des startups. Et on est appelé par, je sais pas, minimum 5 boîtes par mois qui ont besoin de recruter des développeurs. Voilà, alors j'ai mis, vous savez ce que c'est, je pense qu'une SS2I, c'est une autre partie du marché, c'est des boîtes qui recrutent beaucoup pour des projets qui sont très différents de ce que vous pourrez faire en startup quand vous développerez votre produit, différents sur l'ambiance, sans vouloir trop généraliser, mais souvent quand même sur l'intérêt technique des projets. Donc ça, c'est un truc qu'il faut bien prendre en compte aussi dans les choix que vous ferez.
des technos qui évoluent très vite. Alors là-dessus, c'est assez important. On est en France et je vais dire malheureusement, les gens aiment bien les experts. C'est-à-dire que quand on cherche un développeur front, idéalement, on a envie d'avoir un mec qui a fait, ou une nana, qui a fait que ses stages en front. C'est chiant, mais c'est un peu comme ça. Donc il faudra aussi être vigilant sur l'orientation et les choix que vous ferez. Je pense qu'il faut faire avant tout ce qu'on aime. On ne va pas se forcer à faire du JS ou faire des trucs hyper front-end si on est plutôt fan de back tout simplement et l'inverse. Donc ça sera aussi une partie qu'on évoquera. Sur un aspect plus long terme et plus haut niveau, on va dire. Pareil, on est en France et en général les développeurs restent pas développeurs toute leur vie. Donc on essaiera de voir aussi comment vous pouvez évoluer et quelles sont les différentes voies qu'on prend quand on est dev. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, il y a énormément de mecs qui ont 40, 50 ans, voire peut-être plus, et qui sont des experts techniques, qui sont restés techniques, qui font du développement depuis 10, 15, 20 ans, et qui passent pas pour des vieux pour le coup, contrairement en France où malheureusement il y a beaucoup de mecs qui n'arrivent pas à évoluer. Mais vous pouvez aussi, et c'est le cas de beaucoup d'étudiants, de jeunes développeurs, avoir envie d'évoluer rapidement vers la gestion de projets ou des choses comme ça. Donc c'est un choix qui sera important aussi. Voilà, donc on va passer à la partie CV. Le CV, c'est un item qui peut paraître un peu old school, un peu has-been même, à l'heure où tout le monde est sur LinkedIn. Je ne sais pas si tout le monde est sur LinkedIn ici. Vous y êtes déjà ? Ouais ? Ok. Bon, c'est une certitude, le CV il va évoluer ces prochaines années. Il y a déjà plein de boîtes aujourd'hui qui s'en passent largement. Maintenant, c'est pas la majorité. Donc, il faut pas faire l'impasse là-dessus. Le CV, c'est votre vitrine. C'est la première impression que la personne à qui vous l'adressez a de vous, de votre parcours, de ce que vous êtes. Alors ça passe par la forme, ça passe par le contenu. Toujours est-il que c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger. Dans le sens où, pour vous donner une idée, alors bon, nous on est recruteurs techniques, donc c'est un peu différent, mais une RH dans une des boîtes qu'on a citées précédemment, elle va passer sur un CV en 10 secondes à peu près. Donc si elle n'a pas immédiatement, ou il n'a pas, les hommes c'est plus rare chez les RH, c'est comme ça. RH ou CTO ou voilà, dev, ou CTO, peu importe, mais si votre interlocuteur ne voit pas ce qu'il souhaite voir sur le CV immédiatement, il passe à un autre. Voilà. Donc, pour optimiser vos chances d'aller plus loin, d'être rencontré par la boîte dont vous rêvez, il faut faire un focus sur le CV, c'est inévitable encore aujourd'hui. Donc, y a plein de on-dit sur les CV. Le premier cliché majeur, c'est un CV, c'est sur une page. Non, un CV, c'est pas nécessairement sur une page, notamment dans vos métiers qui sont des métiers tech pour lesquels ce qui va compter, c'est ce que vous savez faire et les projets que vous avez réalisés. Okay, donc bon, peut-être que quand on sort d'école, un CV sur une page est suffisant en fait. C'est possible. Si vous avez fait 2 stages, vous pouvez certainement vous contenter d'une feuille A4 pour réaliser votre CV. Mais si ce n'est pas le cas, parce que vous avez fait plein de choses, parce que vous avez monté un projet en perso, parce que vous avez des éléments complémentaires à apporter, n'hésitez pas à faire un CV en 2 pages, ça ne sera pas mal perçu, bien au contraire. Voilà, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les gens sont hyper pressés et que globalement, ils ne vont pas s'attarder sur des détails de votre CV. En revanche, il faut que les éléments importants qui permettent de bien voir ce que vous savez faire et qui vous êtes soient très visibles et sautent à l'œil. Donc, pour réaliser un CV, nous, on a quelques tips. Alors, ça marche pour le CV, mais ça marche aussi pour l'entretien, qu'on verra dans un second temps. Mais c'est assez intéressant. Donc, nous, on appelle ça le MARAS. Donc, le principe du MARAS, c'est mission, action, résultat, apport et stack technique. L'idée du MARAS, c'est de bien comprendre que ce qu'on va vouloir retrouver sur un CV, c'est que pour chacune de vos expériences, on est... donc, je ne sais pas, vous avez fait un stage... chez Appen, qu'on voit effectivement que vous avez fait un stage chez Appen et qu'ensuite dans le contenu, on ait ces éléments-là d'information. Donc la mission, c'est ce pourquoi j'ai été recrutée.
J'ai été recrutée pour développer le front de l'application, par exemple. Donc ça peut être très court, mais c'est important de savoir pourquoi on vous a recruté. Parce que typiquement, software engineer, c'est très générique et en fait, on ne sait pas ce que vous avez fait et qui vous êtes. Donc très important. Les actions, c'est finalement ce que vous avez réalisé en interne. On vous a recruté pour faire telle chose et finalement, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans en alternance, par exemple, vous avez fait plein d'autres choses. C'est très important de le mentionner. Les résultats, c'est finalement à l'issue de votre expérience, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, vous étiez recruté chez Appen pour développer l'app mobile, l'app est sortie, elle a fait X ou Y téléchargements. Tout ça, c'est des éléments chiffrés, mais qui permettent à votre interlocuteur de comprendre et d'avoir une bonne idée vulgarisée de ce que vous avez réalisé et ce qui s'est passé dans l'entreprise pendant que vous étiez là ou sur votre projet. Voilà. Les apports, c'est quelque chose qui est très important également, qui est beaucoup plus personnel. Les apports, c'est ce que vous, en tant que développeur et en tant qu'individu, vous avez appris, ou quelles sont les problématiques que vous avez rencontrées. Donc c'est pareil, c'est pas forcément très long, c'est pas forcément pas la peine d'en faire des tonnes, mais expliquer que, je sais pas, vous avez, pendant votre alternance, un stagiaire est arrivé dans la boîte, que vous l'avez chapeauté, ça peut être, et que vous avez appris du coup à encadrer quelqu'un, ça typiquement c'est un apport. Et enfin, la stack technique. Donc, il y a un écueil que beaucoup de développeurs font quand ils réalisent leur CV, et même des seniors, des gens très expérimentés, c'est de réaliser un CV en mettant en tête du CV toutes les technos qu'ils maîtrisent parfaitement, maîtrisent un petit peu, connaissent légèrement et ont vu à l'école. D'accord ? Ça, c'est à bannir, mais totalement. C'est-à-dire que là, vous faites l'école 42 aujourd'hui. J'imagine que vous intervenez sur... vous avez des apprentissages sur beaucoup de technologies. Vous avez touché à beaucoup de choses. Tant mieux pour vous, ça vous donne une très forte culture générale sur le sujet. Mais comme disait Raphaël, on est en France. Et en France, on va chercher de l'hyper-spécialisation. Et donc, on va chercher à savoir très rapidement, en voyant un CV, ce que la personne, d'abord, maîtrise parfaitement. Sa spécialité. Vous êtes développeur iOS, on va vous recruter pour ça et c'est ça qu'on veut voir sur le CV. Que vous ayez fait un peu de Node en back, un peu d'Angular en front, voire un peu d'infra pendant votre scolarité, finalement, on s'en fout. Limite, c'est quelque chose, c'est la base. On vous demande d'avoir une bonne culture générale. En revanche, l'important, ça va être la maîtrise des technologies. Et la maîtrise des technologies, elle s'acquiert dans chacune de vos expériences. Donc, si vous avez fait un stage, en Android, à ce moment-là, dans votre paragraphe, dans l'expérience en question, mettez que vous maîtrisez Java, Android, etc., etc. Mais mettez bien à chaque expérience une technologie abordée. C'est ça qu'on va attendre c'est ça que le recruteur va attendre de vous. Avoir un énorme paragraphe en haut de votre CV avec toutes les technos dont vous connaissez l'existence et que vous avez plus ou moins vu à l'école, ça n'a pas grand intérêt parce qu'en fait, vous allez être en concurrence avec l'ensemble des écoles d'informatique, d'ingénieurs de France et de Navarre, donc pas d'intérêt. En revanche, être très précis et spécifique sur ce que vous avez utilisé dans chacun de votre stage ou dans chacune de vos expériences perso. L'idée, c'est que si vous droppez tous les langages que vous connaissez ou que vous avez touché de près ou de loin, ça ne marchera pas. Moi, je connais beaucoup de recruteurs, beaucoup de CTO, beaucoup de mecs techniques. Je vous donne un exemple. Qui me disent que quand ils reçoivent un CV, ils recrutent un dev C++. S'ils voient juste C++ quelque part sur le CV, c'est bien. Ça veut dire que comme n'importe qui, le mec y a touché. Mais ce qui va l'intéresser, c'est de savoir à quel moment dans son parcours il en a vraiment fait en entreprise et sur quel projet. Donc, le mieux, en fait, c'est d'en mettre le moins possible. C'est-à-dire que si vous avez envie d'essayer de faire différents trucs et que vous postulez sur différentes stacks, faites un CV par poste, mais jamais mettre une tartine de tout ce qu'on connaît. C'est-à-dire que si j'envoie une candidature pour un poste en C++, je vais mettre en avant mes projets en C++. Si j'ai envie de m'essayer au Swift, je vais dire que j'ai commencé à faire une petite appli et je vais mettre le lien vers cette petite appli.
Mais il faut vraiment essayer de bien cibler les choses. Alors, j'ai mis là-haut d'être humble, c'est super important. Alors, j'ai eu récemment un exemple d'un mec d'une école que vous connaissez bien, de l'Epitech, pour pas la citer, qui mettait sur son CV en énorme expert C++. Le problème, c'est que même les mecs qui ont écrit le langage se disent pas experts. Ça, c'est vrai en plus. Parce que c'est trop vaste et que c'est impossible. Donc ce mec-là, il ira peut-être dans une boîte où on fait je sais pas moi, des systèmes de gestion RH, mais il ira jamais faire des coroutines pour du stockage distribué, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il fera des trucs nuls parce qu'on va le prendre pour un guignol. Donc soyez vigilants, soyez honnêtes sur vos CV. Ça veut pas dire qu'il faut retenir, ça veut pas dire qu'il faut pas utiliser certains mots-clés, certains buzzwords. Mais il faut avant tout vous dire que le mec en face de vous, ça vaut mieux d'ailleurs pour vous, il sera probablement meilleur, quoi, que vous, encore une fois. Il y a un autre truc aussi, je rebondis parce que j'en ai pas parlé, ça me semble quand même important. Même si le CV reste de mise, le mieux est de linker le maximum de choses sur vos CV. Ouais. Donc n'hésitez pas si vous avez fait des projets perso qui sont sur le store par exemple ou qui sont visibles, n'hésitez pas à mettre les liens. Pareil pour votre LinkedIn, parce que un CTO, il va avoir envie de jeter un œil sur votre LinkedIn, quand bien même il a votre CV. Votre GitHub, si vous avez des projets à partager, ce genre de choses, c'est vraiment de la valeur ajoutée. Ça, c'est du contenu intelligent. Et c'est pas du blabla pour histoire de remplir sa feuille Word, quoi. Voilà. Ça, c'est des choses intéressantes, c'est du contenu et plus vous serez précis et plus on ira vite vers l'information qu'on recherche, mieux ce sera. Autre chose au-delà de la technique, c'est la deuxième partie de ce slide. N'hésitez pas à parler de vos passions et de vos hobbies. Évitez peut-être le truc qu'on voit parfois classique, nouvelles technologies ou actualité des startups. Ça, pour nous, c'est implicite. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si vous êtes fan de, je sais pas, si vous jouez au jeu de Go sur votre temps perso, ou si vous êtes fan de tel truc de science-fiction ou de ce que vous voulez. C'est plus intéressant et ça permettra probablement de créer un lien avec la personne qui vous recevra en entretien. Donc pensez à mettre des trucs perso. En fait, l'idée c'est que c'est ce qui va te permettre de créer un lien avec le mec qui te recrute. Parce que même si le mec embauche un dev, il sera pas mécontent de savoir qu'il a quelqu'un en face déjà qui s'intéresse à autre chose dans la vie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est ta chance de faire la différence par rapport à un autre mec de ta promo, par exemple, qui aura aussi envoyé son CV. Il se trouve que si le mec est fan du même auteur que toi ou qu'il est passionné par, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, les échecs, ça peut créer un lien. Donc en fait, la seule consigne là-dessus, c'est de rien mettre qui pourrait faire débat et qui pourrait te porter préjudice. Typiquement, tu vas pas mettre, je sais pas, un truc politique ou un truc comme ça. Mais c'est important de montrer aussi, on va dire, ta personnalité et un truc un peu perso, quoi. Voilà. Ça veut pas dire en faire des tartines, hein. Ça veut juste dire une ou deux de vos passions qui vous plaisent suffisamment pour engager un débat dessus et être à l'aise dessus, quoi. Ça permet aussi d'avoir mettre cinéma, sujet, littérature, musique, blablabla, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Voilà. Ça fait aussi un sujet sympa pendant l'entretien, quoi. En fait, c'est ce que je disais, c'est qu'il faut pas mettre des trucs qui peuvent te porter préjudice. Si tu, justement, j'ai envie de te dire, c'est presque du bon sens. Si tu mets que tu collectionnes les pattes de chat morts ou les mégots de cigarettes dans la rue, t'es un peu dans la merde. Mais la collection de timbres, on s'en fout, tu vois. Ça fait de mal à personne, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, alors ça effectivement, c'est pas forcément le truc que je mettrais. Maintenant, si tu joues je te donne un exemple. Alors j'ai oublié le nom, mais c'est un side project du mec qui a créé Minecraft, et en gros c'est un truc de malade où tu dois programmer ton vaisseau en assembleur, sinon tu peux pas jouer. Tu vois, donc le mec a mis passionné par tel jeu, programmation en assembleur de mon vaisseau, utilisation d'une table de hache pour tac tac tac. Ça c'est l'exemple parfait du truc où le mec, tu te dis cool, tu vois. C'est un exemple extrême, mais l'idée c'est que il faut que ça soit neutre, on va dire pas trop extravagant, mais moi quand je suis recruteur, et tu verras que la plupart des gens que tu rencontreras, ils te diront ah tiens c'est marrant, vous collectionnez des timbres, est-ce que vous pouvez m'en parler, tu vois. Soit ça sera parce que ça le fait marrer, soit parce qu'il voudra voir si t'as mitonné ou si t'es vraiment un mec un peu, tu vois ce que je veux dire. Mais ça fait un lien, ça fait un truc qui se rappellera de toi, par exemple, tu vois, tout simplement. Tu seras jamais discriminé pour ce genre de choses. FPS c'est un peu cliché, mais pourquoi pas, tu vois. Si tu mets World of Warcraft, c'est un peu chiant, quoi. Mais bon, pourquoi pas. On a un joueur
Je me suis dit merde, tu sais, j'ai commencé à me retourner, je me suis dit merde, est-ce qu'il y a un joueur qui va me... Alors d'ailleurs, on a des boîtes qui demandent justement, dans ces cas-là, ok, quel personnage vous seriez et pourquoi. Donc tu peux toujours t'en sortir, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Management, je sais pas, mais ouais. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais je rigole parce que c'est un peu, c'est le jeu cliché. C'est l'épisode de South Park, je sais pas si vous l'avez vu, mais mais en gros, ça peut se défendre. Je suis d'accord avec toi. Tout peut se défendre tant que c'est pas, je sais pas, hors morale, on va dire quoi. Tant que c'est maîtrisé en fait. Enfin, Ouais, voilà, tant que tu peux en parler. Et que ouais, c'est ça. Voilà. Si vous mettez cinéma, alors vous allez voir des films une fois par an, bon ouais, c'est un peu. Vous allez un peu vous casser les dents sur le truc. Mais et sinon, ça peut aussi être une bonne façon, si tu mets cinéma et que tu sais de quel film tu vas parler, bah c'est cool, parce que a priori la personne va te demander à cinéma, c'est marrant, vous avez vu quoi récemment? Bah, j'ai vu ça, ça, ça et ça. T'as fait un bon discours, t'as bien expliqué ton point de vue sur le, je sais pas, le réalisateur, le truc, personne elle se rappellera de toi. Ça sera pas la même chose que le dev d'avant qui a parlé de rien ou de World of Warcraft. Tu vois. L'entretien, avant l'entretien. C'est toi, c'est moi, comme tu veux. ok. Alors, avant l'entretien, c'est une étape hyper importante, la préparation de l'entretien, parce que si vous la bypassez, clairement, c'est la meilleure façon de foirer votre entretien. Donc, plusieurs choses. La première, c'est que quand vous allez dans une boîte, notamment en start-up, il y a de grandes chances que vous voyez les fondateurs. Ou si ce n'est pas en première étape, ce sera en seconde. Donc, c'est dans votre intérêt de vous renseigner un peu parce qu'évidemment, quelqu'un qui a monté une start-up, qui connaît extrêmement bien son produit, attend des employés qui rejoignent la structure de s'être un minimum intéressé au produit, d'avoir une appétence, une sensibilité et en tout cas d'avoir fait un minimum de recherche. Donc ça, c'est un point majeur. Quand vous postulez et que vous avez un entretien de prévu dans les jours à venir, prenez le temps, posez-vous et faites des recherches. Enfin, c'est tout simple, mais beaucoup de gens ne le font pas, donc c'est suffisamment important pour le rappeler. Donc faire des recherches, ça veut dire évidemment aller sur le site internet, aller voir le produit. Si c'est une appli mobile, télécharger l'appli. Enfin voilà, vous voyez la base, mais c'est aussi aller un peu plus en profondeur que ça, c'est-à-dire se renseigner sur l'historique de la boîte, quand est-ce qu'elle a été montée, par qui sont les gens qui sont derrière. Donc ça passe par aller voir LinkedIn, aller voir un peu dans Google s'il y a des talks qui ont été faits au sujet de la levée de fonds de cette boîte, du lancement, peu importe les sujets, mais voilà, de vous renseigner sur l'actualité de la boîte et son histoire et où on en est dans le produit, etc., etc. C'est un truc qui est hyper important et c'est une façon assez facile de faire la différence également parce que beaucoup de développeurs ne font pas ce travail en amont et considèrent qu'en fait, ils vont arriver, ils vont être testés sur leurs compétences techniques et pas plus. Ben non, en fait, la façon de faire la différence, c'est de faire ça. Et puis de toute façon, c'est important aussi pour vous de savoir où vous mettez les pieds. Autre élément, c'est un truc qui n'est pas systématique. Quelquefois, quand vous allez être appelé pour un entretien, vous allez recevoir un mail, vous allez dire oui, et puis en fait, sans avoir pris la peine de demander, et on aura peut-être oublié de vous dire qui vous allez rencontrer. Or, c'est quand même la base de savoir qui va être notre interlocuteur pendant 1 heure, 1 heure et demie, à quel type de profil on va s'adresser et du coup, comment on va faire la différence. Si votre premier interlocuteur est technique, à ce moment-là, vous pouvez supposer que vous allez certainement avoir un test technique ou alors un échange technique. Si à contrario, vous rencontrez tout de suite la RH ou le fondateur de la boîte, a priori, peut-être que vous allez d'abord avoir une approche produit, on va plus essayer de vous connaître sur votre perso. Donc ça, c'est un élément hyper important. Si on ne vous communique pas cette info, demandez-la. Ça ne sera jamais mal interprété que de demander « Ok, super, j'ai un entretien, je suis ravie de vous rencontrer, mais qui est-ce que je vais rencontrer et qu'est-ce qu'on va attendre de moi ?» Voilà, ça c'est un truc, n'ayez pas peur de le demander. C'est la meilleure façon de vous préparer de la meilleure manière possible. Voilà. Du coup, le point suivant, c'est un peu la suite logique. C'est qu'en fonction de l'interlocuteur à qui vous allez avoir affaire, y a certainement... vous pouvez supposer un peu de la teneur de l'entretien.
Donc, est-ce que ça va être effectivement un entretien technique? Auquel cas, préparez-vous un petit peu. Et voilà, essayez d'anticiper les questions. Vous demandez un peu, voilà, je mets les pieds dans telle boîte, quel est le contexte de la boîte, qu'est-ce qu'on va pouvoir me demander. Voilà. Prenez un peu de recul avant l'entretien, ça fait pas de mal et ça permet d'éviter les surprises et d'éviter de rester bouche bée devant une question à laquelle on ne s'attendait pas. Alors, cet élément, le suivant, il est important. Souvent, on a très envie de bosser dans une boîte, c'est la boîte de nos rêves. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on commence les recherches? On envoie tout de suite son CV. Dans le meilleur des cas, on a un appel du CTO qui nous dit « Super, j'adore ton CV, je voudrais te rencontrer ». Génial, donc ça c'est le scénario idéal, on aimerait tous l'avoir. Donc vous avez un entretien dans la boîte dont vous rêvez, sauf qu'en fait, vous n'avez jamais passé d'entretien de votre vie, ou votre dernier entretien c'était il y a 1 an lors de votre dernier stage, vous ne savez plus trop comment ça marche. Et ben, le risque, c'est d'aller passer l'entretien dans la boîte dont vous rêvez et de foirer l'entretien parce que juste vous êtes super stressé, vous savez plus trop comment on fait et vous sortez de là hyper déçu. Ben, le meilleur moyen de pallier ce problème, c'est de passer d'autres entretiens dans des boîtes que vous voulez moins, dans des boîtes un peu moins sexy. Quitte à ce que ça soit des SS2I qui vous intéressent vraiment pas et juste pour tester son discours. Vous avez compris notre amour pour voilà. les SS2I. Ouais. Voilà, donc essayez toujours de vous tester autrement. L'avantage en passant par un cabinet de recrutement, c'est qu'on va vous coacher à ce genre d'exercice, qui est un exercice difficile. C'est un exercice de vente, l'entretien. Si vous passez pas par un cabinet, testez-vous ailleurs, quoi. Passez des entretiens en SS2I. Je suis sûre que plein d'SS2I seront ravis de vous recevoir. T'as parlé du dernier petit point? Ouais, non, j'en ai pas parlé. Ça, c'est un élément, je dirais que c'est un petit bonus. Si vous avez des choses à montrer, des projets dont vous êtes particulièrement fiers, des petites tapes que vous avez réalisées ou votre projet scolaire qui a bien marché, n'hésitez pas à amener vos démos. Parce que c'est une véritable valeur ajoutée. Encore une fois, ça fait partie c'est pas du bullshit, quoi. Quand on a quelque chose à montrer, quand on a des lignes de code à partager, c'est vraiment des éléments qui peuvent susciter l'échange, le débat, le dialogue, et ça va faire la différence également. Donc on amène son ordinateur portable et puis Ouais, c'est le mieux. Ouais. C'est le mieux. Alors, le jour J. Bon, prendre des notes. Alors, moi, en fait, prendre des notes, ou en tout cas, avoir de quoi prendre des notes. Moi, je préfère avoir un mec en entretien qui a un petit carnet et un stylo et qui écrira rien, plutôt qu'un mec qui arrivera les mains dans les poches. Voilà, c'est déterminant pour la suite. C'est important sur un poste de dev. Je vais dire oui et non, mais ça fait vraiment pro et je pense que c'est un petit plus dont il ne faut pas se priver parce que ça ne coûte pas grand-chose. Alors, le deuxième point, il est ultra important et l'erreur est faite trop souvent. En fait, ce que ça veut dire, c'est de ne pas décrire sa boîte précédente. Si vous êtes retrouvé dans une boîte où on vous a vendu un super environnement technique et un super framework, un super truc, et qu'en fait, il y a un framework interne qui est tout pourri et que votre stage était horrible mais que vous n'avez rien pu faire et qu'on vous demande comment ça s'est passé, trouvez-y du positif. Et dites pas bêtement c'était nul, on m'a vendu un truc et en fait ce que j'ai fait c'était nul, tout le monde était con, chiant et vieux jeu et voilà. Je caricature mais malheureusement il y a rien de pire que de décrier son employeur quand on est comme ça en entretien. Donc il y a toujours moyen de trouver quelque chose de positif ou alors de juste pas trop insister, faire comprendre à la personne que ça s'est mal passé pour X ou Y raison, mais pas être lourd en fait. Voilà, marquer des points, c'est ce que ça veut dire. Marquer des points, ça veut dire qu'il faut bien écouter ce qu'on vous dit. Ça va aussi avec le premier point qui est de prendre des notes. Si on m'a dit que... si j'ai chopé pendant mon premier entretien, par exemple, que le fondateur il était sensible à ça, ça, ça et ça, quand le CTO va me poser des questions semblables, hop, je l'aurais noté, retenu, je vais lui ressortir un petit peu ce que j'ai entendu au premier entretien, par exemple. Je marque des points. Voilà, donc c'est important d'écouter la personne que vous avez en face de vous. Typiquement, même si c'est un peu cliché, mais rentrez pas dans les détails techniques à un fondateur si vous savez qu'il n'est pas technique.
Pour ça, il faut d'ailleurs s'être renseigné sur la personne avant, mais en gros, il faut essayer d'être malin et de s'adapter à la personne que vous avez en face pour sortir un petit peu du cliché du geek qui sait pas communiquer, quoi. Voilà. Ok. Poser des questions, ça c'est super important aussi. Préparez-les à l'avance. Vous en aurez probablement qui vont venir pendant l'entretien, mais préparez-les à l'avance, notez-les et soyez capable de les poser le moment venu. Voilà, on a remis l'écoute et l'humilité, parce que même si les gens savent que vous êtes très sollicité et que vous avez absolument besoin de personne pour trouver un job, il y a beaucoup d'entreprises qui seront quand même attentives à la motivation et à la façon dont vous exprimerez de l'intérêt pour leur boîte, quoi, tout simplement. Ouais, tu vois, c'est le deuxième point. Alors, pas utiliser ton néant négatif, c'est peut-être difficile, mais ouais, c'est un bon conseil, carrément. Rester positif, en fait. Carrément. Alors, l'après-entretien, au même titre que l'avant-entretien, il est quelquefois oublié, laissé de côté. Même plus, je pense d'ailleurs, que la préparation à l'entretien. C'est vraiment la partie que tout le monde oublie. Et pourtant, c'est souvent la partie qui fait la différence. Ça fait la différence pour plusieurs choses. Nous, il y a un conseil qu'on donne systématiquement, et qui sera encore une fois jamais mal perçu, et c'est aussi une façon de gagner des points, c'est d'envoyer un mail quand vous sortez de l'entretien, le soir, le lendemain, peut-être réfléchir un peu, prendre un peu de recul et envoyer un mail qui a 2 objets, en gros, le remerciement, merci d'avoir pris le temps de me recevoir, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir, parce qu'il y a des gens qui passent énormément de temps à faire passer des entretiens, ça fait gagner des points. Et l'autre, c'est restituer votre motivation, en fait. Restituer, c'est pas le mot. Reformuler ou réexprimer votre motivation. C'est quelque chose qui, pareil, va faire clairement la différence. Quelqu'un qui est capable, qui sort d'entretien, qui est capable de prendre un peu de recul, d'envoyer un mail en disant bonjour un tel, merci d'avoir pris le temps de me recevoir, c'était chouette parce que j'ai appris que votre produit c'était ça m'a l'air génial pour telle et telle raison et je pense que chez vous je pourrais beaucoup apprendre. Clairement, ça va faire la différence de loin par rapport aux gens qui se contentent de venir, de se poser, de se présenter, de répondre aux questions, de s'en aller et d'attendre passivement une réponse. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un conseil qui marche à tous les coups, remercier les gens. Il y a une autre raison, on ne remercie pas les gens que parce que ça s'est bien passé et qu'on a envie d'avoir le job. Même si ça s'est mal passé, même si le job finalement ne nous intéresse pas, remercier, c'est aussi laisser une bonne image de soi. Et pourquoi c'est important ? Parce que votre carrière va être longue, a priori vous allez bosser au moins 40 ans. Et pendant ces 40 années, il y a de fortes chances que vous recroisiez à différents moments de votre carrière, parce que le monde du web et du web français est petit, les mêmes personnes. Et si vous avez fait une mauvaise impression une fois, il n'est pas impossible que 3-5 ans après, un jour, quelqu'un vous dise « Ah ben non, j'ai eu... visiblement, vous aviez passé un entretien en 2016 avec mon ami un tel, fondateur de telle boîte. Il m'a dit que vous aviez vraiment pas été très poli. J'ai pas envie de continuer avec vous. » Voilà. Ça, c'est la réputation pendant sa carrière. Moi, mon conseil, c'est essayer de la préserver, de la protéger. Ça ne veut pas dire en faire des tonnes, hein. Ça veut juste dire soyez courtois, ça passe par l'entretien, ça passe par après, remercier les gens de leur temps, tout simplement. Autre élément qui est hyper important, c'est de recontacter les gens, quoi qu'il arrive, même si ça s'est mal passé et même si vous n'avez pas été retenu, pour savoir les raisons pour lesquelles vous n'avez pas été retenu. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est certainement des raisons que vous ignorez, ou peut-être que vous connaissez vos lacunes et que c'est une raison pour laquelle ça ne l'a pas fait. Mais c'est toujours bon d'apprendre sur soi et de savoir pourquoi on n'a pas été bon à un moment T. Ça permet tout simplement de se remettre en question et de travailler sur, je ne sais pas, sa timidité, peut-être son enthousiasme, sa pertinence, son caractère synthétique. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles un entretien n'aboutit pas. C'est important de les connaître. Donc demandez-le. En général, c'est plutôt bien appréhendé aussi de l'autre côté. Et les gens sont contents de vous dire, voilà, ça l'a pas fait parce que vous n'êtes pas au point techniquement, ça l'a pas fait parce que vous n'avez pas montré beaucoup de motivation.
Et ça se travaille et ça permet de s'améliorer. Ouais, c'est pour ça que le conseil, c'est de pas hésiter à envoyer un mail derrière et à demander pourquoi. Ah, et après, ils vous répondent pas du tout. Ouais, ça, c'est vraiment pas pro pour le coup. Ouais, non, mais pour le coup, effectivement, pas donner de news, enfin, je veux dire, pas spontanément envoyer un mail à un candidat en lui disant voilà pourquoi t'as pas été retenu avec les points, ça, effectivement, c'est super rare. Après, moi, je considère que si le mec est à peu près fair et qu'il reçoit juste un mail, pouvez-vous me dire les raisons de mon refus? C'est pas normal, je suis d'accord. Soyez plus malin que vos interlocuteurs et j'ai envie de dire, si vous n'avez pas été retenu dans cette société, c'est que peut-être que... Voilà. Il me semble qu'on avait oublié un point, non? Oui, un petit point, C'était effectivement. Ouais, ça c'est la base, mais c'est important de le rappeler. Si vous avez une réponse positive, soyez ultra réactif. On est dans un monde où tout va vite. Vos interlocuteurs, ils attendent de vous de la réactivité. Donc on ne laisse pas un mail traîner 24 heures. On ne laisse pas un message vocal le vendredi à 15h sans rappeler avant le lundi. Enfin voilà, c'est la base et ça doit être une évidence pour tout le monde. Yes. Alors, le salaire. Déjà, est-ce que vous avez une idée de ce que vous pouvez demander pour un poste de développeur? On va dire, on va généraliser quel que soit le type de produit en sortant de 42. Combien? J'entends 35. Ok. Vous êtes tous d'accord sur 35 à peu près? 40, 50? Ouais. Non, en 50. gros, en gros, le 35, ce serait le minimum, en dessous duquel il ne faut pas accepter. Le premier critère à prendre en compte, surtout quand vous sortez d'école, alors après on a tous des contraintes financières qui sont ce qu'elles sont, mais dans l'absolu 35 c'est faire, et surtout ce qu'il faut considérer c'est ce que ça va vous apporter au-delà du salaire, c'est-à-dire que concrètement, je crois que c'est un des points du slide mais c'est pas grave, vous sortez d'école, ce qu'il faut déjà moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans une boîte où il y a des mecs plus forts que vous, ça c'est le premier point qui est vraiment important, faire un truc qui vous fait un minimum kiffer, que ce soit la problématique technique en elle-même ou la finalité du produit, et de regarder ensuite le salaire. Et en se mettant cette règle, effectivement, je pense que c'est complètement cohérent de rien accepter en dessous de 35. Après, donc vous l'avez fait spontanément, mais c'est les premiers points que j'ai mis. Toujours parler en brut, annuel, fixe. Pour convertir du brut annuel fixe en net, vous multipliez par 0,78. Sinon, vous regardez sur Google, il y a 1000 sites qui font ça très bien. Mais ne demandez pas du net mensuel. Ça se fait pas entre guillemets. Alors, jamais donner de fourchette de salaire. Ne jamais donner de fourchette de salaire. Ça, c'est vraiment c'est la pire erreur si vous voulez avoir un salaire qui soit cohérent. Et c'est même une erreur basique en égo. Pour une raison simple, c'est que si j'ai en face de moi un candidat, que je viens de monter ma startup, j'ai levé des fonds, j'ai un budget à respecter, et j'ai un mec en face de moi qui me dit qu'il souhaite entre 35 et 40, parce que c'est les salaires de moyenne en sortie de 42 par exemple, quelle raison j'ai de lui proposer plus de 35? Zéro. Je vais pas m'amuser à lui proposer 36 pour être sympa, je lui proposerai jamais au-dessus. Si vous souhaitez entre 35 et 40, demandez 38. Si vous souhaitez 39-38, demandez 40. Ou si vous souhaitez 35, demandez 35. Le truc, c'est que il faut juste l'expliquer et le justifier. C'est-à-dire dire que vous souhaitez un salaire qui soit en accord avec votre profil et votre valeur sur le marché. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon moi, un salaire de 36 000 € brut, ça me semblerait cohérent. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut être trop ferme. Il faut évidemment dire que vous êtes ouvert à la négociation, mais surtout pas donner de fourchette. Sinon, vous tirez une balle dans le pied, quoi. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que même si le salaire n'est pas important sur un premier job, la base sur laquelle vous partirez, c'est quand même ce qui déterminera vos augmentes, etc., etc. Donc si vous démarrez à 38, c'est pas la même chose que démarrer à 35. Si après une levée de fonds, par exemple, vous êtes augmenté.
Alors, En sachant que 35, c'est déjà pas mal en sortie d'école. Hein. Enfin, il faut aussi remettre les Ouais. choses dans leur contexte. ouais. Ça dépend des technos, mais la majorité des boîtes parisiennes recrutent à 35 en sortie d'école. Ton premier CDI à sortie de l'école. Ouais. Sortie de l'école. En stage, j'ai quelques idées, mais je pourrais pas te donner d'idées précises. En stage, c'est entre 1000 et 1500 net mensuels. Là, je parle en net mensuel parce qu'en général, les stages sont plus courts, donc c'est difficile de les C'est ça, non, annualiser. c'est ce que vous avez à peu près en stage? D'accord. Honnêtement, on n'est pas expert nous sur les stages parce on ne place que des gens en CDI. Donc on n'est pas expert sur ces sujets. Moi, de ce que je sais, il y a beaucoup de, les différences entre les boîtes sont énormes dans les stages. En fonction des startups ou des banques ou ce genre de choses, vous allez avoir des décalages énormes. Mon conseil, c'est faites un stage. Choisissez pas votre stage pour le salaire. Dans la mesure du possible, évidemment. On comprend tout à fait que vous ayez des contraintes financières. En tout cas, dans la mesure du possible, faites les stages, choisissez vos stages en fonction des environnements techniques dans lesquels vous avez envie d'évoluer. Ça va être déterminant. Vos stages vont déterminer votre premier job, votre premier job va déterminer le reste. Donc, soyez pas trop gourmand. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire quand on est dans la merde financièrement, j'en conviens. Mais dans la mesure du possible, et quand il n'y a pas beaucoup d'écart et que ça ne va pas changer complètement votre vie, privilégiez vraiment la boîte, le produit, la stack technique, ce que vous allez apprendre, plutôt que faire un stage aller dans une boîte parce que pendant 6 mois, on va gagner 200 € de plus par mois, quoi. Voilà, c'est mon conseil. Après, chacun fait comme il peut. Ouais. Encore une fois, pour moi, le truc déterminant, c'est d'aller dans une boîte où vous allez apprendre et où vous aurez des mecs meilleurs que vous, quoi. Alors, pensez au package. Il y a des trucs en France qui sont assez pratiques pour rémunérer les employés quand on a une jeune startup, c'est les BSPCE. Pour simplifier, ce sont des actions et un droit d'achat à un certain prix qui vous permettra ensuite d'acheter des actions quand la boîte vaudra beaucoup plus. Et donc de faire une grosse, ça dépend de la croissance de la boîte, mais une plus-value sur le truc. Donc si on vous dit tu me demandes 40, c'est bien, mais tu as l'air bon, effectivement, tu es au-dessus de la moyenne de ce que j'ai vu. Maintenant, moi, ce que je te propose, c'est 35 avec ça, ça et ça comme BSPCE. C'est clairement pas déconnant et ça vaut la peine. Voilà. Voilà, effectivement, le dernier point, en fait, c'était le plus important. C'était de penser avant tout à ce que la boîte va vous apporter avant de penser aux sous. Voilà. Alors, en gros, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que on fait un taf qui est parfois confondu avec un taf de commercial tout court, c'est-à-dire de vendeur de machines à laver, j'ai la même à la maison, viens chez moi, etc. Le truc, c'est qu'on connaît super bien le marché, donc c'est ça, c'est ce que je vous disais au tout début, c'est qu'on peut vous donner accès à des sociétés que vous ne connaissez pas. Et que vous ne connaîtrez peut-être pas si vous ne faites pas appel à des chasseurs de tête. On a un fonctionnement, ce qu'on appelle le fonctionnement au succès, c'est-à-dire que nous, on est rémunéré par l'entreprise qu'en cas de recrutement. Et on a un système de garantie qui fait que, en gros, si vous restez pas, si vous passez pas la période d'essai ou si pour X ou Y raison ça marche pas, évidemment, c'est super, super négatif pour nous. Donc, il faut vraiment voir le truc en mode conseil et en mode un peu coaching, quoi. C'est un peu comme un agent de football, un agent pour footballeur, pardon, qui va, aller voir les meilleurs talents, leur proposer les meilleurs clubs possibles avec la meilleure offre possible. Voilà, il faut profiter des chasseurs de tête, il faut leur poser un max de questions quand ils vous appellent, il faut leur répondre et se renseigner. Parce que c'est des gens qui sont en contact avec des candidats, par exemple, qui veulent quitter telle ou telle société. Donc ils sauront que dans telle boîte, c'est pas le moment d'y aller. Qu'à l'inverse, il y a telle et telle start-up qui se sont montées et qu'elles ont tel et tel produit et que ça va être un gros truc parce qu'ils sont financés par machin. Enfin voilà, plein d'infos auxquelles vous n'aurez pas accès ailleurs. Donc ne tombez pas dans l'écueil qu'on voit parfois de se dire j'ai pas besoin d'eux, encore un commercial, quoi. Voilà.
Et puis, il y a un truc qui est important aussi à savoir, c'est que le marché du web en France, il est à 50% très clandestin, en fait. C'est-à-dire que il y a plein de startups qui se montent, on n'en a pas connaissance. Il y a des produits il y a des mecs qui travaillent sur des produits pendant 6 mois, 1 an. Il n'y a aucune visibilité dans la presse. Et en fait, nous, on est suffisamment proches de toutes ces communautés pour être au courant de ce genre de lancement. Et donc, vous proposez quelquefois des posts sur des développements de produits très from scratch, mais en ayant la certitude que derrière, il y a des mecs il y a des investisseurs, il y a des mecs qui vont lever des fonds, et donc vous n'allez pas au casse-pipe. Voilà. La majorité des offres sur le marché aujourd'hui ne voient jamais le jour. C'est-à-dire qu'elles sont pourvues avant même qu'il y ait une annonce en ligne, Ou une fiche de poste même. une fiche de poste ou quoi que ce soit, quoi. Donc, vous contentez pas d'avoir... comment dire, ne vous dites pas ah bah c'est bon, je suis allée sur je sais pas sur quoi vous allez pour voir sur Make Jobs ou sur je ne sais quelle boîte, quel job board pour voir ce qui se fait sur le marché. Il faut aller un peu plus loin que ça, et c'est vrai que nous on a cette visibilité. Voilà. Yes. C'est une bonne conclusion. Ça vous... Ouais. Yes. Rapprochez-vous de nous, c'est mieux. Hein. Ça marche dans les deux sens. Non, ça marche dans les deux sens. Ouais. En fait, vous êtes en CDI directement dans l'entreprise. Notre taf, pardon. Pas du tout. Non. Nous, Notre on est taf, rémunéré c'est- par les entreprises. Voilà. Notre taf, c'est d'aider des entreprises qui n'ont pas le temps ou pas forcément les compétences en interne pour recruter. Et pour vous, c'est juste avoir accès à un panel d'offres qui soit les plus sexy possible, quoi. Alors, très bonne question. Au départ, on l'a créé un peu comme on peut. Et aujourd'hui, on existe depuis 5 ans, donc on a un réseau qui se fait relativement naturellement et beaucoup d'appels entrants. Et on va les sélectionner. Alors, d'abord, on va dire la modernité et le côté innovant des produits. Tu vois, on travaille par exemple dans des trucs qui se font en ce moment, c'est-à-dire typiquement, je sais pas, des objets connectés, tu vois, de la robotique. Des plateformes de, je sais pas, de stockage de fichiers, de trucs comme ça. On va sélectionner des boîtes. Alors souvent les fondateurs sont techniques d'ailleurs, qui est une grosse part de leur effectif sur la technique. Donc une startup de 30 personnes, s'il n'y a pas 20 ou 25 personnes à la technique, ça nous intéressera un petit peu moins parce que typiquement on considère que ça intéressera moins les développeurs. On ne travaille pas dans tout ce qui est banque, finance, assurance. On essaye de privilégier des secteurs qui soient encore une fois les plus tech possibles, quoi. C'est un peu ça l'idée. On bosse pas en fait avec des boîtes pour lesquelles le digital est une option sur la Ouais. voiture, quoi. Voilà. On bosse avec des boîtes dont le cœur C'est d'activité le est cœur de technique. métier, ouais. Voilà. Et en fait, on a le luxe aujourd'hui de choisir les boîtes pour lesquelles on bosse parce que tout le monde galère pour recruter et on est contacté par énormément d'entreprises toutes les semaines. Donc si tu veux, si on a si on a une agence digitale comme ils s'en fait 10 000 qui nous contactent, on n'a pas assez besoin, enfin on n'a plus besoin en fait de prendre tout et n'importe quoi. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais sur est-ce qu'il faut contacter un chasseur ou est-ce que c'est lui qui nous contacte, l'idée c'est que nous, les deux sont bien, ouais, mais l'idée c'est que nous, on essaye de faire un taf de qualité auprès des candidats justement pour qu'ils parlent de nous. Et donc on a la chance d'avoir des mecs qui entendent parler de nous et qui viennent vers nous naturellement. Mais dans l'absolu, que vous soyez en poste ou pas et quel que soit le cabinet de recrutement, je pense que c'est toujours intéressant de voir ce qu'on a à vous proposer, de faire une petite update sur le niveau de salaire, de demander l'avis d'un mec sur telle ou telle boîte. Tiens d'ailleurs, le mec il est sympa, il a pas l'air de trop être, il est pas chiant quoi, il est cool, on a une discussion sympa. Tiens, qu'est-ce que tu penses de telle startup? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu en as entendu parler? Ah bah ouais, j'en ai entendu parler, c'est de la balle, j'arrive pas à recruter pour eux, nanana. Ou au contraire, non, j'ai l'impression que ça bouge plus trop, je suis en contact avec 3 mecs dans l'équipe qui veulent se barrer, quoi. Voilà. Ça, c'est une info qui est quand même assez cool. Il y a autre chose aussi, c'est que, bon, là vous êtes junior. Nous, aujourd'hui, la majorité de nos postes, c'est pas des postes juniors, pour ne rien vous cacher. Je sais pas, je dirais que c'est peut-être, on a 20% de postes sortis d'école, jeunes diplômés. Donc c'est quand même, on en place tous les mois. Mais au-delà de ça, je pense que vous pouvez, en vous rapprochant de nous, penser un peu plus long terme.
Nous, par exemple, là, donc nous, on a 5 ans, 6 ans bientôt. Ouais, bientôt 6 ans. Et en fait, il y a déjà des devs qu'on a placés plusieurs fois. Donc, qu'on a placés en 2010 et puis qui, 2 ans après, sont venus vers nous en disant oui, Raphaël, j'ai fait mon temps dans telle société, j'aimerais bien passer sur d'autres trucs, qu'est-ce que tu as à me proposer? Et en fait, on les accompagne dans leur carrière. Donc, c'est aussi une vision assez long-termiste de se faire accompagner par un chasseur de tête. C'est du coaching et c'est se donner l'opportunité aussi de se faire rappeler au bon moment. Parce que forcément, nous, on connaît nos candidats à force et on est capable de dire ah bah voilà, Romain, je l'ai placé chez machin il y a 2 ans, il a envie de partir aujourd'hui, je pense que cette opportunité, elle est top, bim, on vous appelle et bon timing, ça colle et on avance quoi. Voilà. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, dans l'absolu, c'est pas une bonne chose de faire ce qu'on appelle des sauts de puce. C'est-à-dire que si tu bouges tous les ans, ça sera forcément un peu mal vu. Mais je vais te dire un truc que je devrais pas te dire. Vous avez tellement de pouvoir qu'au final, ce critère, il a un peu sauté. Je sais pas ce que tu en penses, mais nous, spontanément, on va se dire tiens, ce mec, il a fait 4 boîtes en 4 ans, c'est un peu chiant. Mais au final, il y a plusieurs éléments. C'est que déjà, c'est à la boîte d'avoir assez de projets et assez d'attractivité pour vous retenir plus d'1 an. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est que moi, je connais des mecs qui arrivent, qui mettent des trucs en place. Et après, si j'étais à leur place, je ferais pareil. C'est-à-dire que plutôt que de maintenir un truc existant, j'ai un tel pouvoir que je lève le doigt, j'ai 3 mecs qui me tendent la main, 10 mecs qui me tendent la main pour venir les aider à développer un autre produit. Ne vous privez pas, quoi. Donc le mieux, c'est effectivement de rester, je dirais, 2 ans au minimum. Maintenant, voilà, il faut éviter les 6 mois, 7 mois, 4 mois. Limite, il ne faut même pas les mettre sur votre CV si jamais ça vous arrive. Mais non, je pense que tu peux clairement te le permettre si tu ressens le besoin de voir d'autres trucs, quoi. Et s'il y a une cohérence dans ta démarche, Ouais. c'est-à-dire que on ne pourra rien te dire si tu arrives en entretien et que tu as fait 3 boîtes en 4 ans, mais si tu es capable d'expliquer pourquoi. Bah ouais, j'ai fait 3 boîtes parce qu'en fait là j'ai monté ça et on était arrivé au bout du truc. J'avais envie de monter en compétence sur tel framework parce que ça me semblait je sentais que ça me manquait pour être performant sur la techno. Donc j'ai saisi l'opportunité qui me donnait la possibilité de monter en compétence sur ce framework. Et voilà, il faut qu'il y ait une forme de cohérence parce qu'encore une fois, on est dans un pays, et c'est quand même aux États-Unis, c'est comme ça, la notion d'expertise est très importante. Donc voilà, si c'est pour faire 1 an en PHP, 1 an sur Java et ensuite d'avoir envie de faire du C++, non, enfin ça clairement je te le conseille pas. En revanche, si ça s'inscrit dans une véritable démarche, fais-le si t'en as envie, quoi. Ouais. Ça dépend de ta... Non, c'est une blague. Non, mais en vrai, franchement, moi, on s'est pas posé la question pour vous faire cette presse. Franchement, on s'en fout, quoi. Tant qu'elle est pro, ta photo. Alors, faut éviter le mec devant son ordi qui s'est fait un petit genre comme ça, ou le truc super glauque, tu sais, cravate, où on sent qu'il a une queue de cheval attachée derrière, il est genre comme ça. Enfin, ça, c'est pas utile de mettre une photo pour mettre une photo. Dans l'absolu, c'est pas mal de mettre une photo, pourquoi pas. Mais c'est vraiment pas nécessaire. Il n'y a pas de règle. Ouais. Ça va pas déterminer la suite. Yes. Je suppose qu'en tant que chasseur de tête, on vous embauche aussi pour déterrer les vieux dossiers, non? Alors ouais, c'est une façon marrante de le dire, mais ouais, carrément, on prend des références sur les gens, ouais, grave. C'est aussi pour ça qu'il faut rester en bon terme. C'était ça ta question? D'accord. Ouais. J'ai eu un doute. Déterrer les vieux dossiers. Non, mais oui, bien sûr. Et ça, c'est un truc au final. Vous pouvez pas vous permettre de faire une crasse ou de vous barrer à l'arrache ou de planter des mecs en plein projet parce que ça se saura forcément, que ce soit nous ou via les boîtes n'ont pas besoin de nous gens. pour déterrer les vieux dossiers, quoi. Ouais. Je parlais plus des vieux dossiers personnels. Comment ça? Filer un peu les gens, dire voilà, telle personne elle est un peu instable, telle personne. Ouais. Alors ouais, tu vois, c'était pas ça. Ouais, non, mais enfin, comment dire, ça va avec. C'est-à-dire que si tu veux, nous, on va prendre des références. C'est-à-dire que en général, les gens nous disent tu peux contacter le CTO de telle boîte dans laquelle j'ai bossé, il pourra te dire du bien de moi. Si la personne, par exemple, ça rejoint ce que tu me demandais. Si le mec a fait que des sauts de puce d'1 an, on va quand même aller s'assurer que c'est pas un animal et que tu vois, il a été pro et qu'il est parti en bon terme, quoi.
Après, déterrer les vieux dossiers, On va pas aller checker ton casier judiciaire, quoi. ouais, non, je pense pas. À moins que, quand... Ça dépend. Après, non, il y a moi, il y a si, des boîtes avec lesquelles on bosse qui si tu bosses, sont, ouais, qui sont confidentielles défense. ouais. Euh, Si tu fais de la sécu, par voilà. exemple, c'est probable, ouais. Ça, c'est probable. On va demander. Il y a des boîtes qui demandent le casier judiciaire. Ouais. Ouais. Qui demandent qu'il soit vierge. Ah ouais? J'ai jamais entendu ça. Non, jamais entendu ça non plus. Non. Ouais, tu sais, Jamais. on parlait de graphologie à l'époque sur les lettres de motivation écrites à la main. Je sais pas. J'ai envie de te dire, va pas dans une boîte qui te retoque pour ce genre de truc. Non, mais peut-être qu'il le saura pas, mais bon. Ouais. Dans le doute, mets ton âge. Non, franchement, je pense pas. Jamais entendu ça en tout cas. Peut-être, hein, mais jamais entendu ça. Peut-être dans une boîte d'astrologie. Ouais. Ou une Oui. secte, ouais. Bah, d'abord, ouais, tu prends ton courage à deux mains. Tu vas expliquer pourquoi tu souhaites partir. Le mieux, c'est d'avoir un autre truc déjà prêt, même si c'est pas forcément nécessaire. Et le mieux, en fait, c'est juste d'avoir des raisons correctes et de pas lâcher des mecs 2 semaines avant une démo ou de pas lâcher des mecs 2 mois avant la livraison d'un produit ou d'un truc comme ça. Oui, c'est mieux d'être fair, quoi. Voilà. Sur votre... Il y a des moments de D'être honnête partir. Quelquefois, on peut se dire qu'on reste un mois de plus et on serre un peu les dents parce que sinon, on met vraiment les gens dans la merde. Si c'est le bon moment et que, je veux dire, après, on n'est pas... Enfin, un job, c'est pas une prison, hein. Donc, et vous avez la chance, en plus, de surfer Ouais, c'est sur ça. une tendance hyper positive avec des métiers qui, voilà, vous allez pas avoir de problème à trouver un job tout le long de votre vie. Donc, voilà, c'est pas... Vous enfermez pas dans des prisons, voire des prisons dorées, hein. Nous, on entend souvent des trucs, des gens qui ont été super bien recrutés, avec des rémunérations au-delà du marché ou avec des avantages de dingue, et qui, à 25 ou 30 ans, disent bah, je suis dans une prison dorée, je me fais chier, j'ai envie de partir, mais je le fais pas parce que je sais pas, j'ai 10 semaines de congés payés, j'ai plein d'avantages, j'ai un plan épargne entreprise ou plein d'autres trucs comme ça. Enfin, voilà, nous, notre conseil, c'est faites pas des choix par défaut, quoi. Faites pas des choix pour ces raisons-là, faites des choix parce que vous aimez votre taf. Vous avez la chance vraiment de pouvoir faire ce que vous aimez. Faites-le, quoi. Il y a plein de jeunes de votre âge qui se sont lancés dans des trucs, dans du marketing, dans des métiers qui sont pas des métiers d'avenir et qui sont obligés d'accepter des jobs de serveur à McDo parce qu'ils ont rien qui répond à un bac+5 en marketing ou en philo, quoi. Donc, profitez-en, quoi. Ouais. Ça dépend beaucoup des entreprises. La plupart nous disent qu'ils s'en foutent et qu'ils seront très contents d'avoir un autodidacte qui a commencé à faire du C quand il avait 15 ans et après qui savait pas quoi faire, donc il a fait de l'algo et puis après il a juste fait un BTS ou il a fait une école qui est pas une école d'ingé mais c'est une brute en dev et ça suffira, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Honnêtement, je pense que il y a peut-être d'autres métiers, mais spontanément je pense à aucun métier qui s'apprend autant par soi-même. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Alors après, oui, ça arrive d'avoir des boîtes qui nous disent j'aimerais bien un mec qui ait fait une grande école d'ingé parce que blablabla. Ouais, mais bon, a priori, il n'y a pas de problème, quoi. C'est-à-dire que, à mon avis, tu n'auras pas ce problème-là. Je pense vraiment pas. Franchement, c'est tellement le bordel dans le marché que les grilles de salaire, je pense que ça existe plus trop. C'est quoi la boîte de tes rêves, toi? Si tu devais... si tu voudrais bosser où? Blizzard. Ouais.
boîtes franco-françaises, les banques et tout. Ouais, après oui, en fait les grilles de salaire ça n'existe plus que dans les grosses boîtes comme ça. En fait si tu veux le truc c'est quand tu veux embaucher un développeur aujourd'hui, tu es obligé souvent d'aller le chercher ou d'avoir des gens comme nous pour t'aider à aller le chercher et tu vas devoir s'adapter à un minimum à ses prétentions salariales. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui dans les entreprises il n'y a plus de grille de salaire, il n'y a plus vraiment de règles. Les mecs sont embauchés à peu près au salaire auquel ils étaient ou souvent Au un prix peu du plus. marché, en fait. Hein. Et au prix du marché. C'est- Mais le marché, c'est tellement le bordel que tu peux pas avoir de grille de salaire en fait. Normalement, tu es jugé sur tes compétences. Donc si tu es un super dev autodidacte et que, je sais pas moi, tu as un très bon niveau en développement, bah, il serait à peu près logique qu'on te propose un niveau de salaire plus élevé que d'autres mecs de l'équipe. Enfin, tu vois. Ouais. Non, à toi de l'expliquer, à toi de dire, voilà, j'ai monté tel projet, j'ai travaillé sur ça, ça et ça, à toi d'avoir un bon CV, de savoir se vendre et de le justifier. Il n'y a pas de raison qu'on te dise, ah bah non, vous n'avez pas un bac plus 5, je peux pas vous filer 36K quoi. Après, on n'a pas la visibilité parce que 42, c'est Ouais, une c'est tout nouvelle nouveau, école. c'est vrai. Donc, on n'a pas le recul pour vous dire ah bah non, les mecs de 42 on sont recrutés au même niveau que des mecs d'Epitech, pardon, de Supinfo ou autres. On n'a pas la réponse à cette question parce qu'on n'a pas assez de recul sur le sujet. Mais a priori, enfin, nous, de ce qu'on voit au quotidien, c'est que quelqu'un qui est un bon développeur, qui est passionné par sa techno et qui fait un effort de vente et de recul sur lui-même et qui est capable de se présenter et d'exprimer ses souhaits, de savoir ce qu'il veut faire, et de savoir se projeter, d'être un peu pertinent et malin, il n'y a aucune raison qu'il se fasse retoquer. Voilà, si c'est un bon dev. Et je pense que vous n'avez pas trop à vous inquiéter de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ok. Bon. Est-ce que ça bah, vous merci. a apporté des choses ou c'était des choses que vous connaissiez déjà? Ouais. Bien. Ah, petite question. Ouais. Est-ce que ça peut être mal perçu d'aller, d'aller se renseigner sur, comme vous disiez tout à l'heure, le profil de la personne qui va nous interviewer Est-ce que ça peut pas nous desservir avant l'entretien pour ce genre de truc Pourquoi quelle pourrait être l'objection de ton interlocuteur? Dans l'absolu, il y en a aucune. C'est pertinent et comme vous l'avez dit, c'est justifié pour nous d'aller jeter un coup d'œil. Mais est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui vont mal réagir par rapport à ça Déjà, aujourd'hui, on a une utilisation de LinkedIn qui est comme n'importe quel réseau social. Donc, Ouais. il y a beaucoup moins ce côté voyeur qui pouvait être réel il y a encore un an ou deux, où on avait plus de... On s'empêchait en fait d'aller voir les gens sur les profils parce qu'on se disait ah bah le mec va voir que j'y suis allé. Ouais. Déjà il y a beaucoup moins maintenant on brasse beaucoup plus de gens sur LinkedIn, donc il y a beaucoup moins ça et en plus de ça non, j'ai envie de te dire à part être flatté parce que tu es allé voir son profil avant qu'il te reçoive en Ouais. entretien, je vois pas vraiment quelle pourrait être l'objection. Ouais, moi je me dirais, tiens, ce mec il est malin, il a voulu voir à quelle sauce il avait été mangé, enfin il allait être mangé, pas plus quoi. Typiquement, nous, on fait passer beaucoup d'entretiens pour des gens qui rejoignent Ouais. Mobiskill, donc c'est pas des profils de dev, c'est des profils de commerciaux, chasseurs de tête. Clairement, quelqu'un qui a pris la peine d'aller voir avant qui on était, d'où on venait, avant de nous parler, c'est plutôt un plus. Et j'ai même envie de dire, ceux qui le font pas, c'est presque un moins. C'est pas faute, mais c'est plutôt un moins. Ouais. Yes. Alors, on est 10 consultants, on est chacun spécialisé un peu comme ça par techno. Est-ce qu'on n'a pas fait de stats sur l'année dernière? L'année dernière, on a fait à peu près Très 200 homogène. recrutements et je crois qu'en fait, c'est très hétérogène. Très homogène. Hein? C'est très homogène. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on a à peu près le même nombre de demandes. Au global Oui. lycée sur l'année, il n'y a pas une techno qui sort du lot. Ouais, donc spécifiquement. hétérogène parce qu'il y a plein de technos différentes, quoi. Non, mais on s'était pas compris. Du coup, en gros, il y a quoi? Il y a du front, beaucoup. Donc, beaucoup de frameworks autour de JavaScript, Angular principalement, et de Backbone, etc. Sur le back-end, on voit... Alors, il reste beaucoup de PHP.
ça commence, enfin, les gens quand même le décrivent pas mal et ça commence à être beaucoup remplacé par du Python. On commence à avoir de plus en plus de Go. À mon avis, si vous avez envie de faire un pari, moi je le ferai là-dessus. Versus Dart ou Rust qui prennent un peu moins. Moi j'irais sur Go si j'étais vous. Qu'est-ce qu'on voit beaucoup, il reste pas mal de Java J2E, Scala. Scala c'est un très bon pari aussi. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, évidemment iOS avec Swift et Android. Ouais. Si, j'en ai Si, pas si. parlé, t'as raison. Sur le back-end Node, carrément. Ruby, ouais, mais tu vois, nous, on s'est beaucoup tâté à mettre un consultant qui recruterait uniquement des développeurs Ruby. On l'a pas fait pour l'instant. Est-ce qu'on a la place pour le faire? Je sais pas. C'est pas un mauvais pari. Qui a posé la question? Je sais pas, c'est toi. C'est pas un mauvais pari, Ruby, parce que il y a une forte, enfin, il y a une forte demande. Non, mais il y a tellement peu de développeurs Ruby que de toute façon, tu trouveras des projets intéressants et des trucs chouettes à faire. Maintenant, j'ai l'impression qu'en France, les gens sont un peu frileux à aller trop sur du Ruby, donc nous, on n'y voit pas un marché suffisant pour se développer Ouais. vraiment dessus. En fait, Ruby, c'est souvent utilisé quand on a un peu comme Django, mais qui a l'air d'être mieux sur le long terme. C'est souvent utilisé quand on a un petit produit de startup, une petite page, tu vois, une single page qu'on a envie de faire rapidement. On a appris parfois limite à coder pour l'occasion, au wagon, des trucs comme ça. Les mecs vont faire leur truc rapidement en Ruby on Rails. Quand ça grossit, en général, je connais rien de gros avec des perfs un peu sérieuses. J'en connais pas beaucoup. Il y en a, hein. Il y a tout. Ouais, non, mais tu vois, il y a des WhatsApp sans Erlang. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a 40 000 trucs possibles. Mais je te parle d'une façon globale. Je vois peu de gros trucs avec du Rails, quoi. Voilà. Après, les tendances, c'est du natif en mobile, de moins en moins d'hybride. Nous, on ne touche pas au poste cross-platform. C'est un choix parce qu'on trouve ça moins chouette. Donc voilà, iOS, Swift, si vous avez l'opportunité d'en faire, faites-en pendant 4-6 mois. C'est hyper demandé. Il y en a peu qui sont rodés à l'exercice pour le moment. Et puis, puis Java, Java Android, pareil, grosse demande aussi sur le marché. Bah ouais, Scala. Je pense que Scala, c'est un truc où la demande grossit beaucoup plus vite que l'offre, ou l'inverse. Mais enfin, ouais, tu m'as compris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, alors pour le coup, il y a un truc où c'est l'inverse. Et c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Le C++, par exemple. Parce que il y a peu de boîtes, il y a pas peu de boîtes qui en font, mais peu de projets un peu sexy, sympas en startup qui utilisent C++. Pourtant, c'est assez cool. Le problème, du coup, c'est que quand tu veux changer de poste, tu as quand même des choix qui sont relativement restreints. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas faire du C++, hein, mais Il y a quand même des projets en sécu qui sont top. Ouais. Moins en start-up, mais robotique. Ouais, en embarqué. On n'en a pas parlé d'ailleurs, mais le C, si vous voulez faire des trucs sympas sur des objets connectés, a priori, ça restera du C. Donc ça marche bien. Et c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on a oublié? Alors, beaucoup de postes en QA aussi, et qui deviennent des vrais postes de dev, de développer des outils. Alors, ça peut être, je sais pas, des outils d'intégration continue, de build, de test, des choses comme ça. Ça, c'est un vrai métier d'avenir aussi qui est assez nouveau, qui existe depuis 2-3 ans. Mais maintenant, dans les gros sites web que vous connaissez, il y a des équipes avec des mecs qui ont le même niveau que les devs et qui sont là pour aider les devs à bien faire fonctionner l'ensemble de l'usine, quoi. Quality assurance, la qualité, ouais. Ça va du testeur fonctionnel qui va juste cliquer sur différents endroits de la page pour vérifier que tout fonctionne bien, jusqu'à des mecs, je sais pas moi, qui vont te faire tout un framework de test automatique en Python. Enfin, tu vois, il y a des vraies problématiques techniques qui sont sympas autour de ça, et ça devient assez à la mode aussi. Donc, si vous aimez bien faciliter un peu les choses et mettre les mains dans du code que vous connaissez pas, etc., c'est assez sympa comme truc et ça marche bien. Tu veux dire le nombre de postes, la répartition en pourcentage sur les postes en web, en mobile ou autre chose, c'est ça? Ouais. C'est ça que je me disais, en fait, on n'a pas les chiffres, mais globalement, il y a beaucoup de postes dans tout. Alors nous, on parle de web et mobile parce que
Au final, alors tout ça, ça change très vite, mais la majeure partie des startups qui se créent, elles ont une application web ou un site. Enfin, tu m'as compris, une application mobile ou un site. Donc il y a beaucoup de posts là-dessus. Après, je te dis, il y a beaucoup de trucs sur les objets connectés. Il y a des gros produits autour de ce qui est, je vais dire cloud pour prendre un mot assez généraliste. Mais tu vois, du stockage, des trucs comme ça, du partage de fichiers, des machins comme ça, du streaming, de la vidéo. Enfin, tu peux faire autre chose que du web pur ou du mobile. Ouais. Après, on n'en a pas parlé, mais on recrute beaucoup d'admin 6 aussi. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas s'il y en a qui sont un peu sur ces problématiques-là, mais c'est aussi un gros marché chez nous et Ouais. c'est des beaux métiers aussi. Enfin, en général, c'est des métiers clés dans l'organisation d'une structure technique. Et ouais, je ne sais pas qui est... alors peut-être que vous n'êtes pas une école où il y a beaucoup de... Pas trop d'infra. D'accord. D'accord. Ok. Ça Bon, aussi, n'hésitez c'est pas. aussi un métier d'avenir. Ouais. Alors, on a une plateforme qui s'appelle Y-Border, donc Y et Border comme frontière, qui a pour but de mettre en relation des entreprises, pour l'instant à l'échelle européenne, parce que c'est beaucoup plus facile en termes de visa. Mais donc, on a ça. Donc, si tu veux... Je crois que maintenant, on a quand même des postes au Canada. Ah, on commence. Oui, c'est vrai, au Canada, Ouais, pardon. si, on a d'autres trucs hors Europe. Donc oui, ça s'appelle Y-Border. Je te donnerai le nom si tu veux tout à l'heure. Et effectivement, ça devient nécessaire, quoi. Donc en fait, on fait venir des mecs de plein de pays européens pour des boîtes en France et l'inverse aussi, ouais, carrément. De votre côté, en fait, c'est la même démarche, c'est-à-dire que vous venez vers nous, vous nous expliquez ce que vous voulez faire, dans quoi vous voulez bosser, où vous voulez aller, si vous voulez rester en France, si vous voulez vous expatrier. Et si votre choix, c'est de vous expatrier, à ce moment-là, on met votre profil sur cette plateforme, qui est une marketplace, qui permet de rendre votre profil visible auprès de tout le panel d'entreprises avec lesquelles on travaille à l'étranger. Et donc, en fonction de vos choix, si vous mettez uniquement Amérique du Nord, vous serez visible sur nos postes aux États-Unis. Alors, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a une vraie problématique de visa. On est en train de s'améliorer sur le sujet. Mais par exemple, au Canada. Et si tu as exclusivement envie de bosser à Londres, tu peux mettre exclusivement Londres et tu te rends visible auprès des entreprises londoniennes. Alors, c'est une très bonne question. En fait, l'idée, c'est que ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a d'abord sélectionné des réseaux de cabinets de recrutement dans différents pays européens, cabinets qui ont le même positionnement que nous, et qui ensuite ont le droit, on leur donne le droit de mettre à disposition des profils sur la plateforme. Et à l'inverse, on va, comme avec MobiSkill, on va sélectionner des entreprises auxquelles on donnera accès à ces candidats-là. Mais effectivement, on se sert en fait des cabinets de recrutement qui n'ont pas forcément de réseau à l'international pour mettre tout ce monde en relation, quoi. Donc, par exemple, toi, en tant que Français, ton interlocuteur, ce serait MobiSkill, puisqu'on est le cabinet partenaire référent en France de Y-Border. Et ensuite, nous, on juge si ton profil vaut le coup, entre guillemets, et c'est nous qui le mettons sur la plateforme. Voilà. Ensuite, toi, tu as le choix de rentrer ou pas en relation avec les entreprises qui t'ont sollicité. C'est bon Il pour y en a vous. beaucoup qui veulent partir à l'étranger ? Ok. Cool. Il y a d'autres choses ? Très bien. Merci à tous. Merci.